Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Michael Zamès. Bonjour Michael, qu'y a-t-il eu dans l'actualité politique et parlementaire cette semaine? C'est ce que nous allons voir en 45 minutes avec d'abord l'offensive de l'UMP contre les primaires socialistes, un gigantesque fichage politique, un problème grave. Les dirigeants de la majorité n'ont pas de mots assez durs. Paranoïa sans fondement, répondent les socialistes. Le texte sur la réforme de la justice est arrivé cette semaine devant les députés. Au programme, des jurés populaires au tribunal correctionnel et de nouveaux aménagements dans la justice des mineurs. Réforme populiste, dit l'opposition. Enfin, la France règle son pas sur celui des Américains en Afghanistan. Les deux pays ont annoncé un retrait progressif du pays. Un quart des soldats américains devraient être partis d'ici l'été 2012. Retrait français en parallèle. Une annonce plutôt bien accueillie. On y revient. Et avec nous pour partager cette émission, Fabienne Keller, bonjour, sénatrice UMP du Bas-Rhin. Bonjour. Ancienne maire de Strasbourg, aujourd'hui conseillère municipale de cette ville. Vous êtes connue pour votre franc-parler. D'ailleurs, au moment des élections cantonales, il y a quelques mois, vous avez été l'une des premières à dire tout haut qu'il fallait, pourquoi pas, voter pour la gauche au deuxième tour en cas de problème avec le Front National notamment. Et puis cette semaine, vous vous êtes fait un ennemi au sein du gouvernement, la personne de François Baroin. Ennemi, c'est un peu fort. D'accord. Bon, un adversaire du jour, alors on va dire. C'était jeudi soir lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative. Vous avez vu à l'image. Vous avez proposé un amendement qui permet d'affecter des fonds non utilisés pour le RSA à la création d'emplois aidés pour l'éducation nationale. 200 millions d'euros au total. Voilà la suite. Nous avons été battus et c'est l'amendement de Fabienne Keller qui a reçu un avis favorable de la Commission et il est de mon devoir de le dire. Et pour compenser la dotation budgétaire des 200 millions, on sera obligé de faire du déficit et c'est du structurel. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à notre portée aujourd'hui. Alors vous avez entendu, François Baroin, vous allez être responsable d'un trou de 200 millions d'euros supplémentaires avec ces emplois aidés. Vous lui répondez quoi ? Juste une explication, de quoi s'agit-il? C'est le fonds Hirsch, c'était pour le RSA activité, c'est-à-dire pour accompagner des personnes loin de l'emploi à trouver un emploi intermédiaire. Ce fonds est très sous-utilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réponse à la crise, l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi n'a pas eu le succès escompté. Donc je propose sur ce qui représentait 1 milliard, fin 2010, de prendre une somme d'argent... 1 milliard non utilisé? 1 milliard non utilisé fin 2010, qui a été en partie réemployé par l'État déjà en 2011. Et la somme restante est de l'ordre de 300 millions à la fin de cette année. L'idée, c'est de prendre une partie de cette somme et de la flécher vers les emplois aidés dans l'éducation nationale. Comme par exemple, les directeurs d'école qui sont tout seuls à diriger des grands établissements, plusieurs centaines d'enfants. Il y a des contrats d'accompagnement à l'emploi qui leur sont mis à disposition. Ceux-ci baissent en nombre très fortement à la rentrée. Ça met les directeurs d'école en grande difficulté au moment où, il faut bien le dire, le 1 sur 2 est appliqué et donc il y a plutôt moins de personnel dans les établissements. Pour qu'on comprenne bien, ces 200 millions auraient servi à quoi si ça n'avait pas été... J'espère qu'ils vont pouvoir prospérer, donc de manière à permettre la prolongation, la pérennisation de ces emplois dans les écoles pour aider les directions. Et ce n'est pas 200 millions, mais 50, sur lesquels un accord avait presque été trouvé avec le ministre quand il a demandé une pause dans les débats et il ne reviendra que 4 heures plus tard, au moment du vote. Finalement, toute la polémique qu'il y a eu autour de Martin Hirsch il y a quelques semaines n'a servi à rien. L'UMP avait dit que Martin Hirsch avait commis des erreurs dans sa gestion. Finalement, on voit bien qu'il restait beaucoup d'argent et que l'État a utilisé l'argent à autre chose, finalement. Alors en fait, cet argent, si vous voulez, est venu en moindre charge pour l'État. C'est-à-dire que ce fonds qui est donné aux titulaires du RSA Activité est alimenté par la taxe spéciale qu'a créée Martin Hirsch et une dotation de l'État. Celle-ci, elle a été minimisée, c'est de bonne gestion. Mais le sujet reste entier. Comment accompagner les personnes en difficulté à retrouver un emploi? Et s'agissant de l'éducation nationale, cela croise une priorité nationale qui est réaffirmée, qui vient d'être réaffirmée mardi par le président de la République dans l'Aveyron. Donc c'est bien à la fois avoir un objectif d'accompagnement des plus fragiles, mais aussi remplir une mission essentielle qui sera sûrement d'ailleurs au cœur de la campagne présidentielle. Vous avez été suivi par les sénateurs sur ce point? Et oui,
pas mal de sénateurs UMP, beaucoup de sénateurs centristes et de gauche Contre le gouvernement. Regardez favorablement, voilà. Alors il est clair que c'est une dépense, il est clair que nous avons de fortes contraintes budgétaires et qu'il faut être extrêmement rigoureux. Mais dans cette ambiance générale de grande rigueur financière, il est important de marquer des priorités. Donc, si on et résume, le retour à l'emploi, c'est prioritaire. Si on résume, vous avez fait des euros dans l'éducation nationale et un ministre un peu ronchon, on l'a vu quand même. Un ministre qui, je l'espère, acceptera de céder un petit peu sur un montant plus faible pour permettre une rentrée plus harmonieuse pour les petits. On va passer à l'actualité de ce début de semaine qui est marquée par l'offensive de l'UMP contre les primaires socialistes. Feu sur les primaires socialistes lancées en début d'année sans trop de résonance. La campagne de l'UMP contre le PS passe à la vitesse supérieure. Les uns invoquent le secret du vote, les autres le risque de fichage des électeurs. Les primaires sont un problème grave, a même déclaré le ministre de l'Intérieur. Le PS va porter plainte. Les explications de Marion Lefebvre. Un gigantesque fichage politique. C'est ainsi que l'UMP dénonce l'organisation des primaires socialistes. Pour le vote de son candidat présidentiable, le PS va utiliser les listes électorales, puis seules les personnes qui affirment une sympathie à l'égard du Parti socialiste pourront voter. Le patron de l'UMP y voit un fichage politique des listes électorales. Là où j'ai un problème, c'est que concrètement, dans les villes où cela va s'organiser, nous n'avons aucune garantie que on n'identifiera pas ainsi les gens qui sont allés voter et les gens qui ne sont pas allés voter. Voilà. Parce que dans les faits, il n'y a aucun moyen pour le Parti socialiste de le démontrer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous l'avez rappelé, un maire socialiste constatera que tel ou tel de ses agents à la mairie, qu'un président d'association auquel il peut donner des subventions, n'aura pas été voté, par exemple. Eh bien, vous imaginez à la clé les pressions qu'il peut y avoir derrière. Pour le ministre de l'Intérieur, ces élections primaires sont tout à fait légales, mais Claude Guéant demande des garanties. Le Parti socialiste ne doit pas utiliser les listes d'émargement à des fins politiques. Je propose que le Parti socialiste nous dise quand il va détruire, dans quel délai très rapide et sous quelles conditions de contrôle. Et puis le débat sera clos. Le Parti socialiste assure, lui, qu'il suivra scrupuleusement les recommandations de la CNIL. Selon lui, toute cette polémique n'est que paranoïa. De quoi ont-ils peur? La procédure légale que nous avons engagée offre toutes les garanties à l'ensemble de nos concitoyens pour que cet acte soit un acte démocratique, soit un acte personnel, soit un acte volontaire et en aucun cas n'atteigne à sa liberté d'opinion. Les primaires socialistes se tiendront les 9 et 16 octobre prochains. Les listes d'émargement pointées du doigt, elles, devraient être détruites immédiatement après. Fabienne Keller, Jean-François Copé a montré des tracts imprimés à des centaines de milliers d'exemplaires. Primaire du PS, fichage politique. On n'en fait pas un peu trop du côté de l'UMP et du côté de Jean-François Copé? Je ne crois pas. Je crois que le fait de manipuler le fichier électoral ainsi est très surprenant. C'est vraiment de la manipulation? Oh bah, oui. Alors que la CNIL a dit qu'il n'y avait pas de problème? Mais pourquoi Alors, manipulation? Expliquez-nous, parce qu'on a un peu La mal à CNIL comprendre. traite un problème très juridique, elle applique la loi. Qu'en est-il sur le fond, plutôt en termes de morale? Le Parti socialiste va utiliser les fichiers électoraux qui sont librement accessibles et pointer ceux qui auront donné 1 euro et signé la charte pour participer à l'élection. Ça permettra bien aux membres du Parti socialiste de connaître les gens favorables dans chaque ville, dans chaque rue, dans chaque quartier. C'est vraiment très, très surprenant comme méthode. Je ne sais pas si c'est juridiquement valide, mais je trouve que c'est moralement peu admissible. Quand on fait de la politique, on s'adresse à tout le monde. On ne vérifie pas déjà s'il est inscrit ou pas sur le fichier électoral. Et deuxièmement, on ne cherche pas à cerner ses opinions. C'est le secret des urnes. À Strasbourg, en plus, où je suis élue, c'est la 2e fois, puisque ce fichier a déjà été utilisé il y a quelques semaines pour une consultation sur la zone 30, sur une vitesse maximum. Donc les taux de réponse par quartier, les attitudes des uns et des autres sont connus, ou on peut soupçonner qu'elles seront... Vous avez saisi la justice? Vous avez fait quelque chose? Non, je pense que là c'est à nouveau plutôt une question morale. Et qu'il faut l'évoquer simplement, le mettre dans le débat. C'est très surprenant de se servir de ce fichier
C'est évidemment Mais c'était quoi la solution? Il est indispensable d'avoir quand même un fichier, une base électorale pour une consultation large de tous ceux qui veulent participer. Non, il n'y a pas besoin. Comment? Il n'y a pas du tout besoin d'un fichier préétabli. Il suffit pour le Parti socialiste de faire comme tous les grands partis, c'est de solliciter tout le monde et ceux qui souhaitent y participer viennent s'inscrire. Mais on n'utilise pas une base de fichiers existante pour pointer ceux qui viennent et surtout ceux qui ne viennent pas à cette élection. La gauche dit qu'il y a un problème aussi, vous avez 20 ans de retard sur eux, sont plus modernes que vous, que eux font des primaires alors que vous c'est autodésigné, un président autodésigné. Il n'y a pas une question de guerre politique et d'une campagne affichée de l'UMP contre le Parti socialiste? Je pense que c'est un autre sujet. La méthode, les nouvelles campagnes, probablement avec les nouvelles technologies, plus ouvertes à l'échange, aux discussions beaucoup plus proches du terrain. Il y a clairement une évolution des pratiques politiques. Mais si on revient à l'utilisation du fichier électoral, non, je pense que c'est beaucoup plus utilitaire de la part du Parti socialiste. C'est presque un quadrillage. Ils connaîtront parfaitement la situation, les rapports de force favorables et défavorables dans l'ensemble du territoire. À nouveau, c'est assez choquant en termes de démocratie. En plus, franchement, par exemple, on doit s'intéresser aux étudiants, même s'ils ne sont pas électeurs, parce qu'ils le sont dans leur village d'origine. Enfin, c'est une approche qui est extrêmement utilitaire électoralement. Un député de la majorité disait, mais on pourra quand même, effectivement, rayer son nom. On a le droit de faire disparaître son nom du fichier, donc ça peut être la solution. Tous ceux qui ne veulent pas apparaître peuvent disparaître. Ils peuvent disparaître, mais le fichier de base est public. Donc l'écart entre le fichier effacé et partiellement effacé et le fichier de départ sera connu aussi. Donc tout ça, c'est de l'information. Franchement, c'est du fichage des électeurs. Vous pensez que c'est bon pour des élections démocratiques qu'on jette comme ça le doute dès le départ sur un candidat qui va être l'un des principaux candidats de la campagne de 2012? Attendez, qui jette le doute? C'est le Parti socialiste qui décide d'utiliser un outil totalement inhabituel jusque-là, qui est le fichier électoral, pour des élections partisanes. Ça n'a jamais été la méthodologie des grands partis qui attendent que les personnes fassent un geste vers eux. C'est une nouvelle manière qui est peu recommandable d'aller chercher des gens favorables. Alors mardi, l'Assemblée examine le texte sur la réforme de la justice. En ce mardi, donc, les députés commencent l'examen d'un texte qui a déjà fait l'objet de débats houleux au Sénat. Deux grands axes, l'introduction de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels et un durcissement de la répression à l'encontre des mineurs. Texte qualifié de fourre-tout par l'opposition. Mathilde Terrier. Réconcilier les Français avec la justice, la promesse de Nicolas Sarkozy pour défendre cette réforme. Désormais, avec ce nouveau texte, en correctionnel, les 3 magistrats seront assistés de 2 citoyens assesseurs, des Français tirés au sort, appelés à juger 10 jours. Des jurés populaires qui s'exprimeront uniquement sur des affaires d'atteinte aux personnes passibles d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Une justice pédagogique qui doublerait la durée des procédures. Autre problème, son coût. La chancellerie l'estime à 30 millions d'euros, auxquels s'ajouteraient 20 millions si elle se généralise. Je pense que l'idée est plutôt bonne et donc on la soutiendra, mais on veut avoir des assurances sur les moyens qui seront développés pour la faire vivre. Alors que la justice n'a pas les moyens de fonctionner correctement aujourd'hui, alors que le gouvernement n'a même pas les moyens de financer la réforme de la garde à vue, on nous sort en toute hâte un texte que personne ne souhaitait aussi rapidement sur des jurés populaires en correctionnel qui vont coûter très cher. Mais ce qui fait vraiment débat à l'Assemblée, c'est l'autre partie du texte, celle sur les mineurs et la création d'un tribunal correctionnel. En cas de récidive, les enfants de 16 à 18 ans seront jugés par ce tribunal, la 32e adaptation de l'ordonnance de 45, qui pour l'opposition revient à abaisser l'âge légal à 16 ans. Le fait de dire au fond c'est plus des enfants, c'est des mineurs, c'est presque des majeurs parce qu'ils sont grands, ils sont plus matures qu'en 45, ce qui n'est strictement pas vrai. Sur 30 000 cas, 600 dossiers seraient concernés. Sur cette énième réforme de la justice, Nicolas Sarkozy veut aller vite. En procédure d'urgence, le vote devrait avoir lieu la semaine prochaine. Donc Fabienne Keller, la création de ce tribunal correctionnel pour mineurs de 16 ans récidivistes, c'est une bonne idée. Ça veut dire effectivement quand même un seul juge pour enfants sur 3 juges. On a besoin de ça, réellement? Alors, le débat est difficile parce qu'il y a effectivement des jeunes qui sont bien connus des services de la justice et qui, dès 16 ans, semblent avoir une attitude ressemblant plutôt à celle d'un adulte.
Est-ce qu'il ne faut pas protéger les enfants jusqu'à l'âge effectivement adulte, jusqu'à 18 ans? Moi, je suis très partagée à ce sujet. Il est vrai que les juges pour enfants les connaissent bien. Hein. Quand ils sont multirécidivistes, ils ne perdent pas beaucoup de temps avec eux parce qu'ils les ont plusieurs fois eus dans leur propre bureau. Donc créer une justice spéciale, pour ma part, m'inquiète un peu parce que cette idée qu'à l'enfant, il faut donner un petit peu de droit à l'erreur hein, et avoir une justice plus humaine, plus adaptée, qui l'accompagne dans la durée, semble mériter d'être défendue. Hein. C'est le principe de la loi de 45, la loi fondatrice, qui protège ce droit de l'enfant. Il faut revenir à nouveau sur l'ordonnance de 45. Alors l'autre question, c'est l'instabilité des textes, hein, qui rend leur application quand même complexe, c'est difficile. toujours plus de lois, ça camoufle pas une certaine impuissance? Alors oui, et cette complexité ne facilite pas la compréhension. Or, quel est le sujet principal? C'est que les jeunes perçoivent des mesures qui sont prises en face de faits et que ça ait l'effet d'exemplarité pour tous les copains et pour tous ceux qui seraient tentés de récidiver une nouvelle fois. Donc le point sur la stabilité nécessaire du droit pénal est clair, hein, et les mineurs évidemment méritent un peu plus de modération et d'attention que les adultes. On va parler de la parité, Fabienne Keller. Mardi, toujours, c'est un sujet qui vous intéresse, l'UMP organise une convention sur la place des femmes, notamment en politique. Jean-François Copé promet de faire progresser la parité dès les prochaines élections législatives en 2012. Il faut dire que chez les députés, il n'y a que 18% de femmes. Au Sénat, la parité est un petit peu mieux respectée, soit 22%. On compte 28 femmes sénatrices au groupe UMP. Fabienne Keller, vous en faites partie. La loi impose des contraintes pour les partis politiques, mais certains sénateurs ont une ruse pour la contourner. Ils font le choix d'une liste dissidente qui leur permet, une fois réélus, de rejoindre un groupe politique d'origine. Les explications de Bérengère Dinglas, évidemment. Vous réagissez juste après. Si aujourd'hui les femmes sont plus présentes au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, c'est grâce à la règle du Shabada, c'est-à-dire l'alternance d'hommes et de femmes sur les listes. Un dispositif qui s'applique dans tous les départements où les sénateurs sont élus à la proportionnelle. Une règle que certains sénateurs sortants essayent de contourner. Comme la plupart du temps, ce sont nos collègues masculins qui tirent les listes, eh bien la femme est en second. Donc ça met forcément le troisième, un homme, en troisième position, avec peu de chances quelquefois d'être élu. Et c'est pourquoi on voit évidemment fleurir les listes dissidentes, car ils ont plus de chances, en étant tête de liste sur une liste dissidente, de pouvoir être élus. Un véritable problème à l'UMP, puisqu'à quelques semaines des élections sénatoriales, les listes dissidentes ne cessent d'apparaître. En Isère, Bernard Sauger va devoir faire face à plusieurs listes dissidentes. Un combat entre hommes dont les femmes politiques seront les premières victimes. Si vous avez des listes dissidentes avec des hommes en tête et que la femme qui est seconde chez moi n'est pas élue, bah, ça sera peut-être soit un siège de gauche, soit un siège à une liste dissidente. Et à ce moment-là, c'est un homme qui passe, puisqu'il y a 3 listes dissidentes avec 3 hommes en tête. Donc effectivement, ça risque d'être une femme en moins. À l'UMP, on reconnaît donc la tentation de certains de jouer leurs cartes en solo. Mais à l'heure où le parti veut clairement s'afficher en pointe sur la parité, on entend bien combattre les moutons noirs. Ce qui est important, c'est qu'à l'UMP, on soit exemplaire. Donc il faut combattre, c'est ce que nous avons dit ce matin, il faut combattre ces listes dissidentes, mais organisées, je dirais, qui, en fin de compte, n'ont pas encore accepté que les femmes puissent prendre les responsabilités qui sont les leurs ici au Sénat. Reste à savoir si, une fois élus, ces dissidents seront accueillis à bras ouverts ou pas au sein du groupe UMP du Sénat. Alors Fabienne Keller, je vous ai vu réagir pendant ce reportage. Vous connaissez cette ruse de cette liste dissidente qui permet après de rejoindre son groupe au Sénat une fois élu? Bien sûr, les sortants sont majoritairement, très majoritairement des hommes. Et donc, comme l'a expliqué ma collègue Monique Papon, très souvent la deuxième place étant féminine, le troisième, celui qui est prévu pour être troisième, ne l'accepte pas. Alors, et fait une liste à côté. Il ne faudrait pas tout simplement revoir la loi sur la parité quand on voit qu'aujourd'hui certains rusent avec la loi? Non, franchement, les femmes la servent de bon prétexte, mais on trouverait des disputes, des rivalités entre hommes s'il n'y avait pas la loi sur la parité pour justifier des listes dissidentes. Je crois que c'est le jeu de la démocratie. Je regrette que les femmes soient un peu pointées comme étant celles qui empêchent d'être élues, c'est sympa. Vous connaissez la blague qui circulait au moment des élections pour le conseiller général. Quel est le féminin de conseiller général? C'est suppléanteux. Je crois que très clairement,
Il y a encore beaucoup de marge de progrès pour les femmes en politique. C'est une blague qui pourrait circuler aussi pour les législatives, puisqu'on a entendu Jean-François Copé, lors de cette même convention, parler d'un éventuel ticket où il y aurait comme ça un député en campagne avec une suppléante qui ferait ses armes. Voilà, et puis on leur proposerait aussi les circonscriptions où c'est le PS actuellement qui est en place. Donc voilà. Ça fait partie des réflexions de votre parti. Voilà, les femmes sont bonnes candidates pour les circonscriptions désespérées. Mais souvent elles n'ont pas peur, parfois même elles gagnent. Donc c'est pour l'instant encore un combat, je crois, que la place des femmes en politique. Mais en cela, c'est pas très différent. La situation des femmes dans l'entreprise et des administrations. On l'a vu lors de la convention de l'UMP sur ce sujet. Mais j'ai envie de dire, là, c'est les femmes visibles et qui peuvent se prévaloir d'un certain nombre d'atouts et se battre. Alors votre parti a préféré payer en 2010 une amende de 4 millions d'euros plutôt que de respecter la parité. Est-ce que l'UMP est misogyne? Je ne suis pas fière de ces 4 millions d'euros. Je ne sais pas combien c'est largement plus que tous les autres partis réunis. Non, beaucoup moins. Mais ils payent un peu aussi. Oui, c'est pas terrible. Franchement, je ne suis pas très fière de ce résultat-là. Et les solutions préconisées ne vous satisfont pas non plus? Je suis obligée. Et tout ça, c'est pas terrible, non? C'est pas terrible. Je suis obligée de dire que ça reste un monde dur. Je pense que c'est lié au rapport de force, à cette question de l'accès au pouvoir, qui est quand même très masculine et très violente. Et je crois qu'à certains moments, les femmes, il y a des armes qu'on a peut-être plus de mal que les hommes à utiliser. Mais je voulais dire que finalement, là, au moins, c'est visible. Mais il y a des femmes qui luttent dans leur entreprise à des emplois subalternes et qui ont beaucoup moins l'occasion de revendiquer, de faire valoir leur qualité. Et là, la situation est encore plus difficile. C'est ce qu'on a bien vu en débattant mardi dernier. Et au moins, il y a une égalité salariale au sein des assemblées qui n'existe pas forcément. C'est vrai, alors que la règle partout ailleurs, c'est moins 28% en moyenne. C'est le plafond de verre, y compris pour les femmes les plus diplômées. C'est la difficulté d'accès aux responsabilités de chef de service, de directeur. On ne l'explique pas, mais c'est le cumul de facteurs, parmi lesquels la maternité, qui pénalise fortement les femmes. Allez, on va passer au mercredi avec un certain cafouillage autour de la question de la binationalité. Interdire à un citoyen français de posséder une double nationalité, c'est un des projets défendus par la droite populaire. Et en ce mardi, le quotidien Libération révèle qu'un rapport parlementaire en préparation préconiserait cette mesure. Son auteur, le député UMP Claude Goasguen, dément l'information sans convaincre. Explication de Mathilde Terrier. Dans le rapport voté ce matin à l'Assemblée, il n'est plus question de restreindre la binationalité. Il faut dire qu'au point presse de l'UMP, le patron a été très clair. Pour lui, pas question de revenir sur ce principe. La position de l'UMP, elle n'est pas définie. Moi, je peux vous donner la mienne. Aujourd'hui, moi, je suis clairement dans l'idée que l'on maintienne le principe de la binationalité, parce que les Français qui ont double nationalité, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres Français. Pourtant, cette mesure est réclamée par l'aile droite de la majorité, la droite populaire, mais aussi par Marine Le Pen. Début juin, elle avait écrit aux députés demandant la suppression de la binationalité. Finalement, non, le gouvernement ne reviendra pas sur ce principe, un rétropédalage pas vraiment assumé. Ce matin, on a voté sur la binationalité quelques décisions. Lesquelles ? La première, déclaration de binationalité. Comme ça, au moins, Mme Joly pourra parler en sachant. Et Mme Le Pen aussi, ça me fait plaisir. Déclaration de binationalité sur les actes d'état civil, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Personne n'est obligé de déclarer sa multinationalité. À gauche, on accuse la droite d'investir les terres du FN. Malgré cette modification, Manuel Valls, président de la commission, s'est désolidarisé. M. Claude Goasguen a dû reculer sur injonction de l'Élysée, mais l'essentiel reste la mise en cause de la binationalité pour ceux qui acquièrent la nationalité française par voie de naturalisation ou par voie de mariage et la mise en cause du droit du sol. Le 7 juillet, l'UMP organise une nouvelle convention consacrée à l'immigration et l'intégration. L'occasion pour le collectif de la droite populaire de faire de nouveau entendre sa voix. Alors, Claude Goasguen préconisait que tout candidat à la nationalité française, par le mariage ou par la naturalisation, renonce à son autre nationalité. Ce serait une faute d'avoir deux nationalités ? Moi, j'ai une conviction, c'est que c'est une richesse.
d'avoir des Français qui ont un lien avec un autre pays dans le monde. C'est en fait un peu l'histoire de la France, l'histoire de l'accueil, cette qualité, ce droit du sol qui caractérise la France, cet accueil, ce tissu de relations aussi dans le monde qui constitue un élément fort de l'histoire de notre pays. L'idée même qu'il puisse y avoir un débat sur cette question vous inspire quoi? Alors qu'il y a un débat... Non, mais qu'il y a un débat... Le débat est toujours bon. Qu'il y ait une polémique, c'est un peu dommage, puisqu'apparemment M. Goasguen n'avait pas l'intention de proposer cette mesure. Qu'elle soit polémique, on n'en doute pas, dès lors que c'est une thèse de Mme Marine Le Pen. Et de la droite populaire également, à l'Assemblée. Alors, la droite populaire semble défendre cette thèse. Moi, je ne la partage pas. C'est une nouvelle offensive de cette droite populaire qui, chaque semaine, arrive avec un nouveau dossier et une nouvelle polémique. Moi, je voudrais mettre des mots là-dessus. C'est clairement une richesse d'être franco-américain. Pourquoi ce ne serait pas une formidable richesse d'être franco-tunisien, franco-marocain, franco-sénégalais? Ces personnes qui, à cause de leur parcours personnel ou à cause de l'histoire de la France, la colonisation, la décolonisation et grâce à ces mouvements, on crée un tissu de relations familiales, humaines avec ces pays. C'est une ouverture, c'est une richesse. Fixons les règles. Jean-François Copé l'a très clairement rappelé, les droits et les devoirs d'être français. Quand on a deux nationalités, on est pleinement français, on en assume les contraintes et l'ensemble des atouts, mais c'est aussi une richesse et vivons-le simplement comme un élément constitutif de la société française. Et puis sur le sujet des personnes concernées, la plupart sont nées en France ou mariées à une personne française. Donc ils sont clairement français, ils aiment la France, ils ont fait le choix d'adhérer à cette nationalité. Donc profitons-en, peut-être pour avoir des relations plus fortes avec les pays où sont nés peut-être leurs parents ou leurs grands-parents. Et c'est un sujet au moment où il y a des révolutions démocratiques dans le Maghreb et des mouvements qui démarrent en Afrique noire, particulièrement porteurs, parce que nous avons une voix et ces binationaux ont un rôle probablement particulier. Là, il s'agit des binationaux, mais il pourrait s'agir aussi d'autres thèmes qui ont été ouverts ces dernières semaines par cette droite populaire. À force, ça ne fait pas beaucoup, ça ne fait pas finalement le lit d'autres partis. Bon, je suis obligée de dire que ce n'est pas tout à fait mon positionnement, la droite populaire. Pour ma part, moi, je fais partie des centristes de l'UMP, donc nous avons des positions beaucoup plus ouvertes, plus humanistes. Ils marquent leurs convictions, ils défendent leurs idées. Ils se font plus entendre que la droite sociale en ce moment. Alors, peut-être que la droite populaire a des thèses plus marquées, plus clivantes, qui font que médiatiquement ça passe plus fort, que des thèses centristes, plus équilibrées, plus médianes, plus soucieuses aussi de respecter chacun. Et on va parler de l'élection présidentielle. Mercredi toujours, une nouvelle candidate de plus à droite dans la course à la présidentielle. Christine Boutin, qui dit incarner la droite sociale et traditionnelle, sera présente en 2012. La présidente du Parti chrétien-démocrate accorde du crédit au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais pour elle, il reste beaucoup à faire et souhaite aussi relever le défi. Écoutez. Est-ce que rien n'aurait été tenté depuis 5 ans? Si, il est vrai qu'avec une certaine détermination, il a été essayé de faire passer le cap de la mondialisation à notre pays. De nombreuses réformes nécessaires ont été votées, mais rien de fondamental sur les questions essentielles sans lesquelles il est vain d'espérer un redressement rapide et durable de notre pays. Alors ça fait une nouvelle candidate parmi tous les candidats potentiels, en tout cas à droite ou au centre droit. Ça commence à faire peut-être un petit peu beaucoup sur la ligne de départ, non? Nous sommes avant l'été à 11 mois de l'élection. Je crois que c'est plutôt bien d'avoir un foisonnement de candidats, des propositions, des personnes qui s'engagent aussi pour la France et qui, je l'espère, s'engagent à un débat. Madame Boutin présente sa candidature à Montfermeil, dont le maire est d'ailleurs très engagé dans la rénovation, dans la transformation de sa ville. Je suis obligée de dire quand même que je n'ai pas été impressionnée par l'action de Madame Boutin dans ce domaine pendant qu'elle faisait partie du gouvernement, alors qu'il y a tant d'actions et tant de priorités à poursuivre auprès des plus fragiles en France. Alors vous dites que c'est bien qu'il y ait autant de candidats, mais finalement, le fait qu'il y ait beaucoup de candidats marqués à droite, c'est pas quelques pourcentages qui va manquer au premier tour pour Nicolas Sarkozy, lui qui a dit qu'il ferait de ce premier tour un premier tour test finalement. Franchement, je pense que c'est trop tôt pour le dire, les choses ne sont pas décantées, ça se fera plutôt à l'automne. Je crois que c'est bien qu'on ouvre le débat,
que la France s'exprime, que des échanges puissent avoir lieu. Pour notre part, les centristes, avec Jean-Louis Borloo notamment, nous engageons des thématiques autour de l'Europe qui a disparu du débat, c'est incroyable, autour de la question des quartiers difficiles, autour de cette question tellement importante de l'écologie et de la prise en compte, mais les contraintes nous rattrapent, de l'énergie dans les choix de développement et le modèle du développement. Prenons le temps de ce débat. Et puis les choses vont se décanter, il y aura moins de candidats au départ que prévu. Mais... À vous entendre, en tout cas, vous êtes plutôt Jean-Louis Borloo que Nicolas Sarkozy, c'est ça? Écoutez, moi je suis pour que la majorité présidentielle organise un vrai débat, que les choses soient ouvertes et qu'on ne s'accroche pas à des sondages qui sont une photo de l'opinion aujourd'hui, mais l'opinion va évoluer, va débattre, va échanger. Vous êtes favorable à une candidature de Jean-Louis Borloo face à Nicolas Sarkozy? Moi je pense que oui, il y a une place pour une sensibilité centriste dans le débat présidentiel. Et vous vous sentez plus proche de cette sensibilité-là? J'ai le sentiment que l'UMP a vu son centre de gravité aller vers la droite populaire qu'on évoquait à l'instant, grâce à son activisme notamment, donc, oui. Et que les idées centristes, oui, donc, oui, plutôt favorable à Jean-Louis Borloo, méritent d'être incarnées. D'accord, donc et donc je soutiens le chemin de Jean-Louis Borloo. Compter sur un soutien de votre part, visiblement. Et de bon nombre apparemment de sénateurs également qui vous suivent sur cette démarche. Il y a pas mal de sénateurs et de députés qui sont soucieux de retrouver des valeurs centristes, humanistes, attentifs à l'autre, comment dire, raisonnables aussi du point de vue et responsables du point de vue de l'équilibre financier de l'État. Donc dans cet équilibre, pas très communicant, mais qui correspond, je crois, bien à la sensibilité des Français aujourd'hui. Et puis ce mercredi, encore en fin de journée, l'ancien secrétaire d'État Georges Tron a été mis en examen avec son ancienne adjointe pour viol et agression sexuelle en réunion. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Mathilde Terrier. C'est peu avant 15 h qu'il arrive au tribunal. Après 2 jours et 2 nuits en garde à vue, l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique sera présenté cette fois-ci à un juge d'instruction et à un juge des libertés et de la détention. Motif invoqué, viol et agression sexuelle en réunion par personne ayant autorité. Selon une source proche du dossier, Georges Tron aurait exercé des pressions sur les témoins. Le parquet requiert alors son placement sous contrôle judiciaire. Il demande aussi sa mise en examen, lui qui a pourtant toujours contesté les faits. Monsieur Tron conteste absolument les faits. Toute relation de nature sexuelle avec les victimes, même des relations qui auraient été consenties. La procureure demande aussi la mise en examen de sa mère adjointe, Brigitte Gruel, visée elle aussi par les plaintes des 2 anciennes employées municipales de Draveil. Le 29 mai, Georges Tron avait démissionné du gouvernement. Il devait donc retourner automatiquement sur les bancs de l'Assemblée mercredi prochain et être protégé à ce moment-là par une immunité parlementaire. Il ne prend effet qu'à partir du moment où il est effectivement, il resiège à nouveau à l'Assemblée. Reste alors au bureau de l'Assemblée de décider de lever ou non son immunité. Lever l'immunité parlementaire, ça vous semble logique dans ce genre d'affaires? Ces affaires sont, comment dire, terribles pour la politique. Mais d'un autre côté, la parole s'est libérée. Et je crois que si des faits se produisent, depuis l'affaire DSK, et que si des faits se produisent dans l'univers politique ou ailleurs, il est important que les personnes, que les victimes s'expriment. Maintenant, s'agissant du cas particulier de Georges Tron, franchement, voilà. Les juges décideront, le procureur a utilisé la fenêtre. La période dans laquelle il n'était pas protégé par une immunité, soit de ministre, soit très vite de parlementaire. La justice, je n'en doute pas, fait son travail. Et il faudrait la lever, cette immunité? Parce que pour l'instant, s'il revient à l'Assemblée la semaine prochaine, il l'aura. C'est une décision du bureau. Je ne connais pas le dossier. Le bureau décidera en son âme et conscience. Ce qui est clair, c'est que tout cela a discrédité encore un peu plus la politique. Moi, je voudrais penser aux centaines de milliers d'élus locaux qui se donnent beaucoup de mal, qui n'ont rien à voir avec ces histoires. Donc, peut-être qu'il ne faut pas trop généraliser. Par contre, il est vraiment important que les personnes qui ont subi des pressions, surtout par une personne qui a un ascendant, une responsabilité hiérarchique, s'expriment. La loi du silence ne doit plus être la règle. On passe au jeudi. La France annonce une sortie de ses troupes d'Afghanistan.
La fin de l'engagement français est amorcée. Ce sera un retrait progressif, comme les États-Unis. Pour le Premier ministre et le ministre de la Défense, ce retrait n'est pas une surprise. Il s'inscrit dans le cadre d'une transmission des pouvoirs à l'armée afghane. La France compte près de 4000 soldats sur place. Bérangère Dinglas. 10 000 GIs devraient être de retour sur le sol américain pour Noël. C'est donc un retrait massif et rapide que Barack Obama a promis. Après avoir doublé puis triplé le contingent en Afghanistan depuis son arrivée, le président a ordonné le rapatriement d'ici 2012 d'un tiers des forces déployées sur place, soit 33 000 hommes. Malgré les avis contraires de ses généraux, le président a tranché, estimant qu'Al-Qaïda est durablement affaibli. La pression sur Al-Qaïda est à son plus haut depuis le 11 septembre. Avec les Pakistanais, nous avons tué plus de la moitié des dirigeants d'Al-Qaïda. Le chef de l'État afghan, Hamid Karzai, a salué aujourd'hui l'annonce comme une bonne mesure pour les Américains comme pour l'Afghanistan. Quant aux talibans dont l'insurrection a gagné du terrain et qui ont entamé des négociations avec les États-Unis, ils réclament toujours un retrait total, jugeant l'annonce symbolique et insuffisante. Les alliés engagés sur place auprès de Washington ont affiché leur accord avec cette décision. Ainsi, la France a indiqué qu'elle procéderait à un retrait progressif de ces hommes. Les résultats des troupes sur le terrain d'une part, l'élimination de Ben Laden d'autre part, la reprise d'un dialogue à l'intérieur des forces, entre les forces politiques afghanes laissent à penser qu'avec le travail de pacification assuré par les troupes, on peut alléger le dispositif. 1000 soldats français devraient donc quitter le sol afghan d'ici un an. Le calendrier précis du retrait n'est pas fixé pour l'instant. Alors ce vendredi, le président de la République l'a clairement dit, plusieurs centaines de soldats français partiront d'Afghanistan d'ici la fin de mai 2011. Il était temps de partir, Fabienne Keller. 10 ans de guerre, sous mandat de l'ONU bien sûr, un pays miné par le trafic de drogue, un gouvernement autour d'Hamid Karzai pas vraiment légitimé, enfin qui semble être dans un double jeu. Je crois que malheureusement... On n'a pas résolu les problèmes sur place. Voilà, malheureusement, c'est un pays encore extrêmement fragile et pas structuré en termes institutionnels. Et on a raison d'en partir alors ? Mais je dois dire que malheureusement, les interventions des forces alliées, mandatées à nouveau par les Nations Unies, n'ont pas permis de rétablir un état de droit. Sans garantie que les talibans, par exemple, ne reviennent au pouvoir. Absolument. Nous n'avons pas été, la communauté internationale n'a pas été en mesure de rétablir une justice, une police, une armée, un gouvernement de nature à protéger les libertés essentielles. Alors nous étions sur place aussi pour lutter contre Al-Qaïda et pour faire la chasse aux talibans. Peut-être sur Al-Qaïda, on a peut-être eu quelques succès, sur les talibans, absolument aucun. C'est l'avenir qui nous dira si ces 10 ans de présence ont permis d'aller dans le bon sens. Beaucoup aussi de réactions, pas toujours positives, à l'égard de la présence des forces internationales. Donc un bilan très mitigé qui sera analysé maintenant. Cela doit nous encourager, s'agissant de la Libye, à poursuivre une guerre forte et rapide, parce qu'on voit aussi des faits d'enlisement. D'une présence censée maintenir la paix, mais une intervention pas suffisante pour épauler un État fort, pour qu'il puisse s'installer. Le Parlement se décidera sur la question le 12 juillet sur une poursuite. 4 mois d'intervention, donc le débat parlementaire est obligatoire. Moi, je participerai à ce débat parce que je pense que, en plus, en Libye, à côté de la Tunisie, pas loin de l'Algérie et du Maroc, nous avons une responsabilité particulière. Et clairement, Kadhafi menace toute la zone, s'il survit, enfin si son autorité peut continuer à prospérer d'une manière ou d'une autre, cela mettra une cloche sous des mouvements démocratiques à peine émergents. Donc il y a clairement une intervention immédiate après des mouvements du mois de janvier qu'il s'agit de concrétiser et il s'agit d'épauler ces démocraties à peine émergentes. On a un vrai problème aussi avec ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures. Finalement, un manque de moyens humains et financiers pour nos armées qui sont un petit peu partout dans le monde. On a pris la mesure des engagements de l'armée, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Libye aujourd'hui, avec des forces maritimes, la marine nationale absolument remarquable, mais presque en limite sur un certain nombre de moyens et d'équipages. Une force qui doit peut-être être recalibrée
par rapport à ses objectifs opérationnels, parce que n'y a-t-il pas d'engagement plus exemplaire que celui qui consiste à défendre la démocratie et les missions de l'ONU dans le monde. Je voudrais rappeler aussi qu'en Afghanistan, 60 Français ont laissé leur vie. Moi, j'étais en Alsace, à Sélestat, au retour d'une unité de gendarmerie qui revenait d'Afghanistan. Je veux dire que c'est très impressionnant d'entendre les soldats, leurs lieutenants, leurs capitaines parler de ce qu'ils ont vécu, des risques qu'ils prennent. Permanent. Oui, des dangers de toutes ces sous-munitions qui sont sur le territoire et d'une vraie défense qu'a mis en place, enfin un système qu'a mis en place les Afghans contre les forces de l'ONU. Allez, on continue avec jeudi encore. La polémique qui monte autour des épreuves du bac. Un exercice de maths s'est retrouvé sur Internet la veille de l'examen. Luc Châtel a décidé de ne pas faire repasser l'épreuve. D'autres fuites auraient pu avoir lieu dans d'autres matières. Mathilde Bélanger. 2 personnes ont été placées en garde à vue ce soir, 2 jeunes majeurs soupçonnés d'être à l'origine des fuites. Le ministère de l'Éducation nationale a ordonné par ailleurs une enquête administrative sur d'autres rumeurs de fraude. Et concernant l'épreuve de mathématiques, Luc Châtel s'est voulu rassurant ce matin. L'exercice qui a fuité ne sera pas comptabilisé. Je suis le garant de l'égalité de tous les candidats face à cet examen. Il y avait rupture d'égalité et j'ai pris la décision qui permettait de léser le moins possible les candidats. Une décision qui ne satisfait pourtant pas tout le monde. Un parent d'élève a déposé sans succès ce matin un recours devant le Conseil d'État. Beaucoup demandent que l'épreuve soit notée normalement. Une très grande majorité des enfants nous ont fait part de la réussite qu'ils avaient eue sur cet exercice. C'est vrai que c'est un petit peu punir l'ensemble des élèves pour une poignée de personnes mal attentionnées. L'éducation nationale, de son côté, veut calmer la polémique. Un nouveau barème précis de l'épreuve a été diffusé aujourd'hui. Alors on va pas revenir sur le débat, fallait-il ou non annuler cette épreuve, la refaire, etc., le nombre de points, mais peut-être plus largement, est-ce que c'est l'occasion de remettre un petit peu en cause ce bac sacro-saint en France et qui est une sorte d'exception française? Est-ce qu'il ne faudrait pas un contrôle continu, vous qui connaissez bien ce domaine de l'éducation? Alors il est probable qu'un contrôle tout au long des études serait moins anxiogène pour les enfants, moins stressant. Et qui serait un peu plus juste aussi, parce que dans la durée, on vise plus juste, on évalue plus sereinement. À l'inverse, les Français tiennent à ce bac. Donc, comment trouver un équilibre entre un bac bien harmonisé au niveau national et puis quand même une prise en compte de l'effort dans la durée. Et c'est bien dans la durée qu'on souhaite former et accompagner les jeunes. Il y a visiblement un vrai manque dans la sécurisation des copies avant les épreuves, parce que chaque année maintenant, il y a des fuites. Oui, mais il y a les nouvelles technologies aussi. Avant, il fallait prendre un papier, le photocopier, c'était compliqué. Maintenant, un clic qui fait même plus de bruit et l'exercice est copié. Je voudrais quand même dire que c'est un peu dur, c'est vraiment dur pour les élèves de terminale qui ont subi cette épreuve, parce que le premier exercice de maths, en général, est plutôt accessible. Donc, ils devaient être assez contents, encouragés à poursuivre. Le fait que ce soit le premier qui soit annulé, c'est un peu anxiogène au moment où ils ont encore des épreuves à passer, dans les jours qui viennent. Donc, je crois que le ministre a pris une décision rapide pour les sécuriser, s'engageant à ne pas refaire l'épreuve. Mais on peut se poser la question, à l'ère de l'instantané, si cette formule de même bac pour tout le monde sur un grand territoire avec donc des milliers de gens. En même temps, il y a un côté un peu égalitaire, puisqu'on dit que si on fait une épreuve pour chaque lycée, par exemple, chaque terminale, il y en a qui notent plus ou moins sévèrement, plus ou moins... Bien sûr, mais avant il y avait des devoirs par grande région. Ça évitait d'avoir un pépin sur 160 000 jeunes en même temps, et ça permettait éventuellement de refaire une épreuve en cas de besoin ou de faire l'épreuve de secours. Donc un immense dispositif avec beaucoup de gens et une seule faille, ou un seul qui souhaite apparemment, c'était volontaire, désorganiser le bac peut le faire. Fabienne Keller, est-ce que vous connaissez le quadrille ? Le quadrille, la danse du quadrille. La danse du quadrille, exactement. C'est une danse de bal et de salon qui était utilisée souvent au 19e siècle. Et bien cette semaine, c'était la fête de la musique et je vous propose de découvrir ces quelques images. Regardez, c'était dans le jardin du Luxembourg, le président du Sénat, Gérard Larcher. Très bon style, très bon danseur. Vous allez le voir sur ces images dans quelques instants. Vous voyez Marie-Luce Pinchard, ministre de l'Outre-mer. Et voilà, Gérard Larcher, que je vous laisse découvrir en images et en musique. Vous l'avez
l'aviez déjà vu comme ça, Gérard Larcher? Et non, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir repéré cette fête bien sympa et de ne pas y avoir participé. J'adore danser. Eh bien, ça s'est passé pas très loin du Sénat, donc dans les jardins de Luxembourg pour fêter la fête de la musique. Vous avez fait quelque chose pour la fête de la musique à Strasbourg notamment? Eh bien, j'étais en séance toute la nuit pour défendre mon travail pour les emplois aidés. Donc, ça veut dire que Gérard Larcher n'y était pas, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Donc je ne suis sortie qu'à 1h du matin, à la fin de séance, et il pleuviotait. Donc il n'y avait plus beaucoup de musiciens. À mon grand regret, parce que je trouve que c'est une très belle soirée, c'est l'occasion de rencontres, d'être relax dans les rues. En tout cas, on a une confirmation, Gérard Larcher a une reconversion toute trouvée s'il le souhaite. Voilà, on se quitte. Je ne l'espère pas pour lui, j'espère le garder comme président. Merci Madame Keller. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Au revoir.